Arrêtez-vous une seconde et regardez attentivement cette pierre. Vous êtes-vous déjà demandé si l'histoire officielle n'était pas un château de cartes qui s'effondre aux moindres questions simples? On nous a menti toute notre vie sur la façon dont ce monde a été construit. Les manuels d'histoire, les plaques des musées, les conférences de professeurs à la barbe grise. Tout cela n'est qu'un spectacle minutieusement mis en scène. Et aujourd'hui, nous allons lever ce rideau. Vous avez été trompé, globalement, cyniquement et intentionnellement. Il ne s'agit pas de pyramides primitives, ni de murailles de forteresses. Nous allons parler d'une merveille technologique qui se trouve sous notre nez, mais que nous refusons obstinément de remarquer. Des tours avec des escaliers en spirale, taillés à l'intérieur d'un bloc de pierre monolithe. Une spirale à l'intérieur d'un monolithe. Posez-vous la question. Qui a réellement pu créer cela? Imaginez la tâche. On vous donne un énorme rocher de granit ou une colonne haute de 30 mètres. Votre objectif est de tailler à l'intérieur une parfaite escalier en spirale. Pas de l'assembler à partir de blocs comme un jeu de construction, mais précisément d'extraire la pierre superflue de manière à ne laisser qu'une spirale lisse, mathématiquement précise. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Un seul coup de ciseau maladroit, une seule fissure, et toute la structure multitonique finit à la poubelle. Les historiens officiels vous diront que cela a été fait par des paysans illettrés en sandales, en utilisant des ciseaux en cuivre et des marteaux en bois. Ils vous assureront que cela a été construit sur des décennies, à la lumière de lampes à suif, dans des conditions d'antisanitaire totales et sans plan. Mais activons la logique et mettons les émotions de côté. Regardez ces lignes. Ce n'est pas du travail manuel. C'est un usinage machine. Pour comprendre l'ampleur du mensonge, il faut avoir une pensée technique. Imaginez le processus de forage. Quand vous percez un mur de maison avec une perceuse, de la poussière de béton tombe. Et maintenant, imaginez que vous devez forer une géométrie complexe à l'intérieur d'un espace clos. Où va la roche? Comment évacuer des tonnes de poussière de pierre et d'éclats d'un puits étroit où à peine une personne peut tenir? Si c'est du travail manuel, le tailleur de pierre devait rester des années dans cette galerie, respirant la poussière de pierre qui détruit les poumons en 2 ans. Mais le plus terrifiant n'est même pas cela. Le plus terrifiant, c'est la géométrie. L'escalier en spirale est une spirale tridimensionnelle des plus complexes. Pour maintenir un pas constant des marches, un angle d'inclinaison identique et un centrage parfait par rapport à l'axe, il faut des calculs mathématiques extrêmement complexes et des instruments de mesure hautement précis. Le paysan du XVIIe siècle n'avait pas de niveau laser. Il n'avait pas de machine-outil à commande numérique. Alors, comment ont-ils fait cela? La réponse que je vais vous proposer vous forcera à reconsidérer tout ce que vous saviez du passé. Nous avons affaire à des technologies qui surpassent les nôtres. Regardez les vis d'Archimède. Regardez le principe de fonctionnement d'un hachoir à viande ou d'une foreuse moderne pour puits pétroliers. La forme de l'escalier en spirale à l'intérieur de la tour évoque douloureusement un gigantesque forêt. Et si la tour n'était pas une habitation? Et si cette architecture elle-même n'était pas un temple ni un clocher, mais un nœud technique? Nous regardons un gigantesque forêt de pierre figée dans les siècles. Ou, pire encore, nous regardons le résultat du travail d'une imprimante 3D géante qui imprimait en pierre. Ça semble le délire d'un fou? Alors, essayez d'expliquer comment on peut polir la surface intérieure d'une spirale de pierre dans un passage étroit, jusqu'à un éclat de miroir, sans entraînement mécanique. À la main, avec un chiffon et du sable, sur une surface de centaines de mètres carrés. C'est physiquement impossible dans le cadre d'une vie humaine. La science officielle se tait à ce sujet, parce que reconnaître le fait d'un usinage mécanique de la pierre dans la haute antiquité
détruirait toute la chronologie. Il devrait admettre qu'une civilisation existait avant nous, dotée de capacités industrielles comparables ou supérieures aux nôtres. Il devrait expliquer où sont passées ces machines-outils, où sont les usines qui les produisaient, et surtout, où sont disparus les milliards d'humains qui entretenaient cette infrastructure. Car de tels objets ne se construisent pas dans le désert. Pour créer un chef-d'œuvre, il faut une base économique. Il faut des complexes métallurgiques pour les outils, des carrières, une logistique. Où est tout cela? Effacé, détruit, ou caché sous des couches d'argile dont nous parlerons plus tard. Nous regardons ces spirales de pierre et y voyons de l'esthétique. Mais l'ingénieur y voit une fonction. La spirale est le moyen le plus efficace de transporter de l'énergie ou de la matière. Convoyeur à vis, guide d'ondes, résonateur. Pourquoi précisément une spirale? Pourquoi nos ancêtres ont-ils percé la pierre avec une telle obstination dans cette forme, ignorant les marches droites plus simples? C'est des centaines de fois plus complexe. C'est des milliers de fois plus cher. Aucun commanditaire sain d'esprit ne paierait pour une telle complexité s'il n'y avait pas une nécessité technique impérieuse. Donc, la nécessité existait. Et elle n'était pas esthétique, mais fonctionnelle. Ces tours faisaient quelque chose. Elles fonctionnaient. Essayez d'imaginer un tour. Vous fixez l'ébauche et la faites tourner pendant que l'outil de coupe enlève les copeaux. Et maintenant, imaginez que l'ébauche est une tour pesant des milliers de tonnes. Quelle énergie faut-il pour la faire tourner? Ou était-ce l'outil de coupe qui tournait? Mais alors, il devait être de dimensions monstrueuses et posséder la dureté du diamant. Nous trouvons des traces de scies circulaires, de forêts tubulaires et de fraises sur des objets anciens dans le monde entier. Mais les escaliers en spirale, c'est le summum de la maîtrise. C'est la preuve que la pierre était pour les constructeurs du passé comme de la pâte à modeler. Soit ils la ramollissaient, soit ils la coupaient avec autant de facilité que nous coupons du beurre avec un couteau chaud. Et ici, nous arrivons à la première conclusion choquante. La technologie de construction était fondamentalement différente. Nous n'avons pas simplement perdu le secret, on nous a forcés à l'oublier. Toute notre histoire est une histoire de dégradation et non de progrès. On nous dit que nous sommes passés du bâton de fouille à l'iPhone. Mais en regardant ces monolithes de pierre traversés de spirales parfaites, on comprend. Nous sommes les descendants sauvages des dieux, qui vivent dans les ruines d'une grande civilisation et tentent d'adapter des dispositifs techniques complexes à leurs besoins primitifs. Nous prions dans des centrales électriques, nous vivons dans des hangars pour dirigeables et nous appelons des puits techniques des escaliers. Mais la découverte la plus terrifiante nous attend plus loin. S'ils pouvaient percer le granit comme du bois, qui étaient-ils? Et pourquoi leur monde s'est-il vidé? Pourquoi la population de la planète il y a 200 ans était-elle si infime qu'elle suffisait à peine à entretenir les champs, sans parler de la construction de mégalithes? Les chiffres ne concordent pas. La mathématique crie à la falsification. Et maintenant, je vais vous le prouver avec des exemples concrets. Plongeons dans les détails techniques qui font mal à la tête à n'importe quel ingénieur professionnel. Quand on vous raconte la construction de majestueuses cathédrales et de tours au Moyen-Âge ou à la Renaissance, on vous montre des images d'échafaudage et de cordes. Mais calculons la charge. Prenons un escalier en spirale typique dans une ancienne tour. Les marches semblent souvent flotter dans l'air, fixées par un seul bout au mur. Cela s'appelle un ancrage en cantilever. Tout spécialiste en résistance des matériaux vous dira que la pierre excelle en compression, mais est exécrable en traction et en flexion. Pour qu'une dalle de pierre flotte dans l'air pendant des siècles et supporte le poids des gens qui passent, elle doit posséder des caractéristiques proches du béton armé moderne. Si c'est de la pierre naturelle, comme l'affirme la science officielle, alors chaque telle marche est une bombe à retardement. Toute micro-fissure dans la structure du granit ou du calcaire entraînerait un effondrement instantané sous le poids d'un homme.
Mais elles tiennent debout. Elles tiennent debout depuis des siècles. Cela nous amène à deux réflexions. Soit les maîtres anciens possédaient une vision au rayon X et pouvaient rejeter la pierre avec des défauts internes avec une garantie de 100%, ce qui est impossible même aujourd'hui sans ultrasons. Soit ce matériau n'est pas tout à fait de la pierre. Nous approchons de la théorie du béton géopolymère, de la pierre artificielle qui est écoulée directement sur place dans des moules. Cela explique beaucoup de choses. Cela explique l'absence de joints, l'ajustement parfait et surtout, la possibilité de créer des formes spiralées complexes sans l'énorme pénibilité d'excaver la roche superflue. Si c'est du coulage, alors devant nous ne se trouvent pas des tailleurs de pierre primitifs, mais des chimistes et des technologues de niveau suprême. Mais alors surgit la question, où sont les usines chimiques? Où sont les énormes fours pour la calcination des composants? La production de ciment et de géopolymères à l'échelle industrielle nécessite des températures et de l'énergie. Encore une fois, nous butons contre l'impasse de la version officielle. Ils n'avaient rien d'autre que du bois et du charbon, mais ils construisaient mieux que nous ne construisons aujourd'hui avec des centrales nucléaires. Maintenant, regardons la démographie. C'est l'argument le plus meurtrier contre l'histoire officielle. Prenez n'importe quelle ancienne ville où se trouvent de tels édifices mégalithiques. Ouvrez des données officielles sur la population au XVIIIe ou XIXe siècle. Vous verrez des chiffres ridicules. 5 000 personnes, 10 000 personnes. Dans les capitales, au maximum 100 000. Et maintenant, comparez cela avec le volume de construction. Pour construire un seul tel objet, comme une immense cathédrale avec sa tour, il faut des milliers de bras. Et ce ne sont pas simplement des gens venus sur le chantier, ce sont des maîtres qualifiés. Chacun d'eux doit être nourri, vêtu, soigné. Chacun doit avoir une famille. Autour du chantier doit exister une gigantesque infrastructure. Des champs, des fermes, des ateliers de tissage, des forges. Si dans la ville ne vivent que 10 000 personnes, y compris les femmes, les enfants et les vieillards, alors les hommes en âge de travailler y sont au maximum 2 à 3 000. Parmi eux, la moitié doit s'occuper de la production de nourriture, pour que la ville ne meure pas de faim. Il reste 1 500 personnes. 1 500 personnes peuvent-elles simultanément construire une dizaine de bâtiments géants, paver les rues de pierre, installer des réseaux souterrains des plus complexes et ériger des forteresses en étoiles dont le volume de travaux de terrassement dépasse des millions de mètres cubes. C'est mathématiquement impossible. Même s'ils avaient travaillé 24 heures sur 24, sans sommeil ni repos, il leur aurait fallu des siècles pour construire ce qui, selon les manuels, était érigé en 5 à 10 ans. C'est ici que réside un mensonge monstrueux. On nous dit que ces villes ont été construites par ces gens que nous voyons sur les anciennes gravures et les photographies du XIXe siècle. Mais regardez ces photographies attentivement. Que voyez-vous? Vous voyez des artères majestueuses, des rues larges, d'immenses palais et du vide. Il y a à peine des gens, et ceux qui y sont ressemblent à des va-nu-pieds tombés par hasard dans les décors d'un film fantastique. Ils troquent quelques chiffonneries sur fond de colonnes cyclopéennes. Ils roulent en charrette pourrie sur une pavée parfaitement lisse. Ils ne construisent pas ces bâtiments. Ils les habitent. Ce sont des squatteurs. Ils se sont installés dans les ruines d'une civilisation plus avancée qui a disparu un instant avant. L'histoire officielle essaie d'expliquer cette dissonance par des longues durées de construction. Genre, ils construisaient pendant 100 ans. Mais tout constructeur sait, un chantier inachevé se dégrade plus vite qu'un bâtiment fini. On ne peut pas construire une voûte en pierre pendant 100 ans. Le mortier sèche, les échafaudages pourrissent, la géométrie se déforme. Ces objets étaient érigés rapidement, d'un seul élan technologique.
Et pour cela, il fallait une population des dizaines, voire des centaines de fois supérieure aux chiffres que nous dépeignent les historiens. Où sont passées ces millions de personnes? Pourquoi les villes sur les anciennes cartes se dressent-elles là où aujourd'hui il y a une taïga profonde ou un désert? Nous voyons les traces d'un grand nettoyage. Quelqu'un a très soigneusement effacé la statistique démographique. On nous a donné une fausse mémoire d'un empire en lapti pour que nous ne posions pas de questions sur à qui appartiennent les villes que nous occupons. Nous vivons dans des maisons dont les poignées de porte sont au niveau de notre visage et les marches d'escalier sont calculées pour des gens mesurant près de 3 mètres. Ce n'est pas simplement un style architectural, c'est l'anthropométrie d'une autre race ou d'une autre espèce humaine. Et les escaliers en spirale y jouent un rôle clé. Leur géométrie est souvent inconfortable pour un pas ordinaire. Trop raide, un rythme étrange des marches. Ils n'étaient pas créés pour une montée confortable avec un sac de grains. Ils étaient créés pour autre chose. Imaginez que vous trouvez dans la forêt un ordinateur portable en fonctionnement, mais que vous n'ayez jamais vu d'électricité. Vous l'utiliserez comme planche à découper ou comme miroir. C'est la même chose que nous avons fait avec ces tours. Nous y avons pendu des cloches, nous les avons appelées temples, et nous nous sommes calmés. Mais la destination technique de ces spirales perce à travers les siècles. Ce sont des guides d'ondes. Ce sont des résonateurs. Et si la population était énorme et les technologies avancées, alors ces tours faisaient partie d'un unique réseau énergétique couvrant toute la planète. Un réseau qui fonctionnait sans fil. Et c'est précisément pour cette énergie et pour cette population que sont venus ceux qui ont organisé la grande réinitialisation. Mais comment exactement ont-ils détruit ce monde? La réponse se trouve dans les couches d'argile qui recouvrent les premiers étages des bâtiments à travers le monde. Ce n'est pas une couche culturelle. Ce sont les traces d'un crime à l'échelle planétaire. Baissons maintenant le regard des sommets de ces tours impossibles vers la terre sur laquelle nous marchons. Ou, plus précisément, vers ce que nous considérons comme la Terre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans le centre de n'importe quelle ville historique, que ce soit en Europe, en Amérique ou en Russie, les premiers étages des anciens bâtiments sont enfoncés dans le sol? La science officielle appelle cela la couche culturelle. On nous dit que les gens, pendant des siècles, n'ont pas ramassé leurs déchets, n'ont pas nettoyé les rues, et que la saleté s'est accumulée progressivement jusqu'à recouvrir les fenêtres et les portes. Réfléchissez à ce délire. Imaginez que vous vivez dans une maison et que le niveau de boue dans la rue monte jusqu'au rebord de la fenêtre. Allez-vous murer la fenêtre avec des briques et faire l'entrée au 2e étage? Ou prendrez-vous quand même une pelle et dégagerez-vous la cour? La théorie de la couche culturelle est le mensonge le plus effronté avec lequel on couvre le fait d'une catastrophe planétaire. Nous marchons sur les toits et les greniers d'un monde périmé. Ces tours avec des escaliers en spirale qui s'élèvent vers le ciel descendent en réalité profondément sous terre. Ce que nous voyons n'est que la partie émergée de l'iceberg. Un déluge argileux ou un glissement de boue de dimension colossale a recouvert les villes au milieu du 19e siècle. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait, confirmé par des milliers de photographies d'excavation, où l'on exhume de sous terre des étages complets, avec des portes, des fenêtres, émanent des restes de meubles. Et ici, les escaliers en spirale à l'intérieur des monolithes acquièrent un sens sinistre. Si ces tours étaient des installations énergétiques, alors leur base se trouve profondément en bas, là où passent aujourd'hui nos primitifs égouts. Comment cela est-il lié à la technologie de forage de la pierre? Directement. Nous avons affaire à une civilisation qui maîtrisait la matière au niveau moléculaire. Forer la pierre de part en part sans éclat ni fissure n'est possible que dans un cas, si la pierre perd sa dureté. Technologie de traitement ultrasonique ou vibratoire.
Imaginez un outil qui vibre à une telle fréquence que le réseau cristallin du granit est temporairement déstabilisé. La pierre devient molle comme de l'argile, ou se désintègre en poussière qu'il est facile de souffler. L'escalier en spirale, c'est la trace du passage d'un tel outil. Ce n'est pas du ciselage, c'est un pressage ou une évaporation de la roche. Et c'est ici que nous approchons du plus terrifiant. S'ils possédaient de telles technologies, qui les a détruites? Une arme capable de liquéfier le sol et de provoquer des tsunamis de boue de centaines de mètres de haut. Ce n'est pas un phénomène naturel. C'est une guerre. Une guerre des dieux ou des races hautement technologiques, dans laquelle l'humanité n'était que du matériel consommable ou une victime collatérale. Les tours en spirale pouvaient être des émetteurs, partie d'une défense planétaire qui est tombée. Nous voyons des traces de fusion sur les pierres, des forts vitrifiés où la brique s'est transformée en verre. Ce sont les traces d'exposition à des températures dépassant des milliers de degrés. Une guerre nucléaire ou quelque chose de plus exotique, comme une arme à plasma. Après cette catastrophe, le silence s'est installé. La population a été pratiquement anéantie. Ces misérables poignées de survivants dont parlent les manuels, ce sont des gens sauvages ayant perdu la mémoire. Il y a eu une rupture générationnelle. Les enfants sont restés sans parents, les apprentis sans maître. Les connaissances ont été perdues instantanément. C'est précisément pourquoi, au milieu du 19e siècle, nous voyons un si étrange recul technologique. Nous voyons des bâtiments magnifiques qui se dressent dans la boue, et des gens qui ne savent pas les réparer, mais les adaptent tant bien que mal pour y habiter. Nous voyons comment, dans d'immenses salles de palais au plafond de 5 mètres, on pose des cloisons en planches et on chauffe des poêles à mazout, en faisant passer les tuyaux par des fenêtres brisées. C'est le comportement de barbares, dans une Rome conquise. L'histoire officielle appelle le 19e siècle le siècle de la vapeur et de l'acier, le siècle de la révolution industrielle. Mais regardez les faits. Les machines à vapeur, ce sont des chaudières primitives qui explosaient souvent. Et à côté, se dressent des quais en granit, une maçonnerie polygonale et ces mêmes escaliers en spirale, dont la qualité d'exécution est hors de portée des technologies à vapeur. On nous a interverti cause et effet. La révolution industrielle, ce n'est pas l'invention du nouveau, mais une maladroite tentative de copier et de relancer les restes de l'ancien. Nous avons trouvé des machines-outils, mais nous n'avons pas compris comment elles fonctionnaient, et nous y avons adapté une propulsion à vapeur au lieu d'électricité atmosphérique. Faites attention aux lacunes démographiques. Périodiquement dans l'histoire, surgissent d'étranges épidémies, guerres et famines, sur lesquelles on attribue la disparition de millions de personnes. Mais si l'on regarde les graphiques de croissance de la population, on voit que nous sommes artificiellement tondus, comme une pelouse. Dès que l'humanité s'approche de la compréhension des technologies interdites, un reset se produit. La grande réinitialisation. La dernière telle réinitialisation a eu lieu très récemment, à l'échelle historique, il y a 200 ans. Et nous sommes le produit de cette réinitialisation. On nous a inculqué une fausse mémoire, on a écrit de nouveaux livres, on a inventé des nations et des frontières, pour que nous ne nous unissions jamais et ne comprenions pas qui a réellement construit ce monde. Les tours monolithes, avec des escaliers en spirale, ce sont des indices qu'on a oublié d'effacer, ou qu'on n'a pas pu effacer à cause de leur solidité. Elles se dressent comme des témoins muets du crime. À l'intérieur d'elles, dans la géométrie de ces spirales, est codé le principe de fonctionnement de l'énergie libre. Cette même énergie pour laquelle on tue les inventeurs modernes. La spirale, c'est la clé. Si on lance le long de cette spirale de pierre un flux d'une fréquence déterminée, la tour commencera à résonner.
Peut-être créait-elle un dôme protecteur, peut-être guérissait-elle, ou peut-être était-ce un téléporteur. Nous regardons un puits d'ascenseur vide et pensons que c'est simplement un trou dans le sol. Nous regardons un guet de dande des plus complexes et pensons que c'est un escalier pour sonneurs. À quel point nous sommes aveugles. Mais le plus intéressant commence quand nous commençons à analyser les cartes. Les anciennes cartes des forteresses en étoiles et de l'emplacement de ces tours, et s'alignent en un unique réseau géométrique. Ce n'est pas une construction chaotique de féodaux, c'est un plan unique. Le système énergétique global de la Terre. Et quelqu'un de très puissant a éteint l'interrupteur, inondé les villes de boue et lâché ici, nous, les nouveaux humains, avec une mémoire courte et une durée de vie limitée. Sommes-nous des biorobots créés pour entretenir les ruines? Ou sommes-nous les descendants des grands qu'on a déshérités? La réponse à cette question peut rendre fou, mais nous sommes obligés de la trouver. Et l'indice se trouve dans la structure même de la pierre. Maintenant que nous avons réalisé l'impossibilité technique de créer de tels objets avec des outils primitifs et que nous avons vu les traces d'une catastrophe globale, il est temps pour le coup le plus douloureux à votre vision du monde. Préparez-vous, car l'information suivante provoquera en vous un sentiment de profonde protestation intérieure. C'est la réaction naturelle de la psyché, qui se protège de la destruction de l'image habituelle du monde. Mais la vérité, aussi amère soit-elle, nous est nécessaire comme l'air. Regardez-vous dans le miroir. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? L'histoire officielle nous dessine un arbre de l'évolution, un développement fluide des grottes au gratte-ciel. Mais si on superpose le graphique de la croissance de la population de la Terre sur l'échelle temporelle, nous ne verrons pas une courbe fluide, mais un mur vertical, une explosion. Un saut inexplicable, anomale de la population humaine, qui a commencé précisément au XIXe siècle, juste après la catastrophe supposée. Les mathématiques sont une science cruelle, elles ne tolèrent pas la poésie. Avant le début du XIXe siècle, la population de la planète, selon les données officielles, croissait extrêmement lentement, à peine dépassant 1 milliard d'humains. Et soudain, en à peine 150 ans, nous franchissons la barre des 8 milliards. Les biologistes vous diront qu'en milieu naturel, dans des conditions de guerre, d'épidémie, d'absence d'antibiotiques et d'hygiène, un tel accroissement est impossible. Cela contredit les lois de survie des espèces. La seule explication qui vient à l'esprit d'un ingénieur technologue, c'était un peuplement artificiel, un incubateur. On nous élevait. La planète, vidée après la destruction de la précédente civilisation avancée, devait être urgemment repeuplée par quelqu'un. Par une main-d'œuvre assez intelligente pour tourner les écrous et entretenir des mécanismes primitifs, mais assez stupide pour ne pas poser de questions sur la destination des gigantesques tours de granit avec des résonateurs en spirale à l'intérieur. Sentez ce frisson dans le dos. Nous sommes ces nouveaux humains. Nous sommes les colons qu'on a débarqués sur les ruines, qu'on a dotés d'une fausse mémoire et forcés à déblayer les décombres. C'est pourquoi, au XIXe siècle, des milliers d'orphelinats ouvrent dans le monde entier. D'où venaient ces millions d'enfants sans parents simultanément en tout point du globe? Les historiens marmonnent quelque chose sur les guerres et les maladies, mais les chiffres ne concordent pas. C'était une implantation massive d'une nouvelle génération, d'une génération arrachée à ses racines, d'une génération sans mémoire ancestrale. On leur a donné de nouveaux noms de famille. Ivanov, Petrov, Smith, Müller, d'après les noms de métiers ou simplement des numéros d'ordre. Et on leur a donné une nouvelle histoire. Une histoire dans laquelle les grandes tours étaient construites par des esclaves au ciseau et les forteresses en étoiles servaient à se protéger des raids de cavalerie, alors que leur géométrie
est clairement calculé pour réfléchir des attaques ondulatoires aériennes. Les escaliers en spirale dans les monolithes, ce sont les éléments restants du système de contrôle de cette plantation. La spirale, c'est la structure de l'ADN. C'est la structure du développement de la vie. Ceux qui construisaient ces tours comprenaient le lien entre la géométrie de l'espace et la biologie. Peut-être ces édifices étaient-ils utilisés pour des modifications génétiques ou pour un impact ondulatoire sur la conscience des masses. Avez-vous déjà ressenti une étrange pression ou au contraire une euphorie en vous trouvant près d'anciens mégalithes? C'est le fond résiduel. Le fonctionnement d'une machine éteinte, mais dont les condensateurs conservent encore la charge. On nous a convaincus que nous sommes le sommet de l'évolution. Mais la vérité est que nous sommes peut-être une version dégénérée de ceux qui vivaient ici avant. Nous avons un volume cérébral plus petit, un squelette plus faible. Nous vivons misérablement peu. Nous sommes des nains qui ont occupé les palais des titans. Regardez les anciennes portes. Elles font 4 mètres de haut. Regardez les marches dans ces tours. La hauteur de la contre-marche fait souvent 40 à 50 cm. Essayez de monter et descendre un tel escalier toute une journée. Vos genoux lâcheront en 1 heure. C'est de l'ergonomie pour des humains mesurant de 2,50 m à 3 mètres. Et ce n'est pas de la peu architecturale, comme nous mentent les guides touristiques. Personne ne construit une maison inconfortable simplement pour la beauté. Une maison est construite aux dimensions du propriétaire. Donc, les propriétaires étaient différents. Et on les a détruits pour libérer la place pour nous. Nous sommes des oisillons de coucou dans un nid étranger. Et le plus terrifiant, c'est que nous continuons à exécuter le programme implanté en nous par les nouveaux maîtres. Travailler, consommer, se reproduire et ne pas lever les yeux. On nous a forcés à croire que le progrès technologique était notre mérite. Mais soyons honnêtes, au cours des 200 dernières années, nous n'avons fait que redécouvrir ce qui était déjà connu. L'électricité, la radio, le magnétisme, tout cela était la base de la civilisation précédente. Nous avons simplement trouvé des instructions d'utilisation, et encore, pas toutes. Nous sommes des barbares qui ont appris à allumer la lumière dans une maison intelligente abandonnée, mais qui n'ont aucune idée de comment fonctionne l'électricité. Nous brûlons du pétrole et du gaz, polluant l'atmosphère, alors qu'à côté se dressent des générateurs de granit à énergie libre que nous utilisons comme attraction touristique. C'est une moquerie du bon sens. Chaque telle tour avec une spirale intérieure parfaite est un reproche à notre ignorance. Comment perçait-il la pierre de part en part? Il ne perçait pas. Il changeait les propriétés de la matière. Il contrôlait la réalité. Et nous restons assis à nous demander combien de milliers d'esclaves tiraient sur des cordes. C'est une défaite intellectuelle. On nous a repoussés dans notre développement de milliers d'années en arrière, tout en nous inculquant que nous avancions. La grande réinitialisation, ce n'est pas une théorie du complot. C'est un processus historique qui se déroule de manière cyclique. La récolte mûrit, on récolte, on repasse le champ, on le ressème de nouveau. Nous sommes actuellement dans la phase de maturation. Et en voyant à quelle vitesse le monde change, comment l'histoire est réécrite sous nos yeux, surgit la question, une nouvelle moisson ne se prépare-t-elle pas? Ces spirales de pierre se taisent, mais leur silence est plus fort que n'importe quel cri. Elles témoignent qu'ici était un paradis, un monde technogène, harmonieux, où l'énergie était gratuite et les maladies vaincues. Un monde qui a été réduit en poudre avec ses habitants. Pourquoi? Peut-être sont-ils devenus trop puissants. Peut-être ont-ils défié ceux qui contrôlent ce secteur de la galaxie. Ou bien
Sont-ils simplement devenus victimes d'une discorde interne en utilisant une arme qu'il ne fallait pas toucher? L'argile qui a recouvert les villes conserve les cendres de milliards. Et nous marchons sur ces cendres, fiers de nos iPhones. Cette prise de conscience devrait éveiller en vous non pas de la dépression, mais de la rage. De la rage face au fait que l'on vous a menti depuis la première classe d'école. De la rage face au fait que votre potentiel est artificiellement limité. On nous a coupé les brins d'ADN, bloqué la mémoire et mis une pelle dans les mains au lieu d'une télécommande de contrôle de la réalité. Mais la mémoire perce. Elle vit dans nos rêves, dans notre aspiration aux étoiles, dans notre tremblement inexplicable devant les anciennes ruines. Nous sentons que c'est notre maison, mais elle est conquise et réaménagée. Les tours avec escalier en spirale, ce sont des phares laissés pour ceux qui pourront se réveiller. Réunissons toutes les files en un nœud et réalisons l'ampleur de la catastrophe dans laquelle nous continuons à vivre. Les tours avec escalier en spirale, taillés à l'intérieur de blocs monolithiques. Ce n'est pas simplement une énigme architecturale. C'est la preuve irréfutable de l'existence d'équipements industriels à l'échelle planétaire, qui ne s'insèrent dans aucune époque officielle. Pour créer une spirale à l'intérieur d'une pierre dure, sur une profondeur de 30 mètres, il ne suffit pas d'une simple perceuse. Il faut une technologie permettant à l'outil de traverser la roche comme de l'air, tout en conservant un centrage parfait et l'angle d'inclinaison. Dans l'industrie moderne, on utilise pour cela des machines de découpe laser ou des systèmes de traitement hydroabrasif dans des chambres à vide. Mais comment mettre une tour de 30 tonnes dans une chambre à vide? La réponse est évidente. La machine se déplaçait elle-même sur la planète. Nous avons affaire à des complexes de construction mobile qui imprimaient les villes selon un standard unique. Pourquoi cette vérité est-elle si soigneusement cachée? La réponse est simple et cynique. L'énergie et le contrôle. Si vous reconnaissez que ces tours faisaient partie d'un réseau global sans fil de transmission d'énergie, vous reconnaissez automatiquement que l'économie moderne, bâtie sur la combustion d'hydrocarbures et la vente d'électricité par des câbles, est un esclavage artificiellement imposé. Ces spirales de pierre résonnaient avec le champ magnétique de la Terre, créant des ondes stationnaires. C'était une énergie pure, gratuite et infinie pour chacun. Et c'est précisément pour cette connaissance que la grande civilisation du passé a été détruite. Ceux qui ont organisé la grande réinitialisation au milieu du XIXe siècle n'ont pas simplement pris le pouvoir. Ils ont reformaté l'environnement lui-même. Ils ont remplacé les technologies éthériques par des surrogats sales, explosifs et payants. Nous sommes au seuil d'une nouvelle réalité. Et cette réalité n'est pas l'avenir, mais un passé bien oublié. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Nous devons nous rappeler comment voler. Les tours avec escalier en spirale attendent leur maître. La spirale à l'intérieur du monolithe est la clé de la serrure que nous devons ouvrir. Ne laissez pas le système vous endormir à nouveau. Partagez cette connaissance, cherchez des compagnons d'idées, doutez de tout ce qu'on vous impose. Votre élection n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Une responsabilité envers ceux qui ont été effacés de l'histoire et envers ceux qui viendront après nous.